Si à tout hasard on me demandait quel était mon jeu préféré, je dirais directement Hollow Knight. Aussi Undertale, évidemment, même si, comme j'ai expliqué dans ma précédente vidéo, le jeu m'a pas mal lassé. Mais malgré tout, ça reste mes jeux vidéo préférés. Pourquoi? Déjà parce qu'ils sont très bons, c'est un fait. Aussi parce que personnellement, ce sont les premiers vrais jeux vidéo auxquels j'ai joué. Il faut savoir qu'il y a environ 2 ans, je jouais principalement, voire que, à Minecraft, Roblox, j'assume, et aussi plus tard GTA. Mais Hollow Knight et Undertale, ce sont les premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué qui m'ont ouvert la voie plus tard vers des dizaines d'autres jeux vidéo qui chacun m'ont apporté une expérience folle. Et pourtant, le temps passé sur ces deux jeux combinés n'est en rien comparable à cet autre jeu. Ce jeu maudit, ce jeu fun et complexe qui a actuellement dévoré mon existence. N'avez-vous jamais rêvé d'incarner un pays, de développer votre économie, de construire votre industrie, d'organiser votre armée et d'envahir d'autres pays pour étendre votre empire? Parce que moi aussi. Et avant d'appeler la police, laissez-moi vous présenter Heart of Iron 4. Avant de commencer ce tutoriel, je voulais juste remettre 2-3 choses au clair. Tout d'abord, je m'excuse. Désolé pour cette qualité sonore. Cet amas de sons que je vais devoir assumer pendant au moins 3 ans. Parce que, en effet, comme vous pouvez le voir, j'ai encore changé de studio, en effet. J'ai déménagé, en effet, pour le cadre de mes études. Et le son ne s'est pas forcément amélioré. Je pense que je n'aurai jamais une bonne qualité sonore, donc je m'en excuse énormément. Là, je suis actuellement en train de manger mon micro pour essayer de garder quand même une petite résonance, parce que si jamais je m'éloigne, vous n'allez rien entendre. Donc j'essayerai de maintenir une qualité sonore à peu près convenable, même si ça va être compliqué, parce que dès que je bouge un peu la tête, ça marche pas. Mais en tout cas, je m'excuse grandement, mais malgré la mauvaise qualité, en fait, mon génie créatif est en ébullition, en fait. J'ai envie de faire des vidéos, ça fait 1 mois que j'ai pas touché à mon logiciel de montage. Ça fait plus de 5-6 mois que j'ai envie de faire cette vidéo. Le son a envie de m'enculer, en fait. Juste pour vous dire aussi que ceci est un tutoriel, mais que je le considère comme un Gamers Odyssey. Gamers Odyssey, qu'est-ce que c'est? J'en ai parlé dans ma précédente vidéo sur Undertale, justement. Les Gamers Odyssey, c'est une série de vidéos que je fais pour présenter un jeu vidéo, que ce soit son gameplay, son lore, son univers, son intérêt, la passion que moi je peux avoir derrière ce jeu. Et après avoir fait ces genres de vidéos, je me permets de faire par la suite des vidéos plus poussées, plus storytelling, etc. à ce propos. J'essaierai de commencer à en poster évidemment, mais j'ai pas forcément le temps. En plus, je suis en colocation, donc j'essaye de ne pas déranger mes colocs. Et de plus, le son est pas forcément très bon, donc ça me motive pas forcément. Sauf que, petit problème, Heart of Iron est un jeu de stratégie. Et que parler d'autre chose que son gameplay serait pas forcément très pertinent pour une vidéo présentation. Et que donc du coup je ne peux pas faire autre chose qu'un tutoriel pour vous expliquer comment jouer Heart of Iron. Donc ceci est bel et bien un tutoriel. Mais bref, aujourd'hui pas de lore et de philosophie, juste un tuto au travers d'un jeu qui me tient à cœur. Commençons cette aventure unique et fabuleuse qu'est Heart of Iron 4. Pour commencer ce tutoriel, je tenais aussi à vous prévenir, et après on pourra commencer pour de bon, que je vais parler de manière plus RP. En effet, ce sera beaucoup plus simple pour vous expliquer certains points du jeu et beaucoup plus compréhensible. De plus, je vais essayer de donner un peu plus d'informations que certains tutoriels que j'avais pu voir par exemple moi à l'époque. La première chose qu'on va voir avant de commencer ce tutoriel, c'est comment se procurer le jeu. Vous allez me dire, mais Myst, t'es complètement con, évidemment que le jeu on l'achète sur Steam. Oui, sauf que sur Steam, il coûte 50 balles. Alors que moi, je peux vous montrer une manière, hors les promotions, de vous procurer Heart of Iron à moindre prix. Laissez-moi vous présenter, si vous ne connaissiez pas déjà, Instant Gaming. Instant Gaming, c'est un site qui permet d'avoir des jeux vidéo en promotion de manière tout à fait légale. Ceci n'est pas un placement de produit, même si j'aurais bien aimé, mais en tout cas, sachez que Heart of Iron ne coûte vraiment quasiment rien. Bref, la première chose que je vais faire, c'est désactiver tous mes DLC. Alors c'est très simple, comme vous pouvez le voir sur le launcher Heart of Iron, vous allez sur les DLC et vous pouvez les désactiver. Maintenant, on va en solo.
on crée une nouvelle game et arrive le premier panneau. Vous pouvez choisir le scénario. Le scénario, c'est la date à laquelle vous allez commencer. En effet, Heart of Iron est un jeu sur le temps. Un peu logique pour un jeu d'histoire, mais en effet, le temps va s'écouler au fur et à mesure. Et vous pouvez décider si vous voulez commencer en 1936 ou alors en 1939, c'est-à-dire juste avant le début de la guerre. Commencez toujours en 36. En effet, pour un jeu de stratégie de la Seconde Guerre mondiale, Heart of Iron se démarque énormément par son arbre de focus. J'y reviendrai évidemment dans le tuto, je vais essayer de ne pas dire j'y reviendrai parce que ça va être agaçant au bout d'un moment. Mais en tout cas, l'arbre de focus, pour résumer, c'est un arbre qui vous permet de faire ce que vous voulez de manière politique, industrielle, etc. C'est celui-là qui va vous permettre de vraiment prendre des décisions pour votre pays. Par exemple, si vous voulez jouer l'Allemagne et reformer l'Empire allemand, vous pouvez. Si vous voulez jouer la France démocratique historique, vous pouvez aussi, mais vous pouvez aussi jouer les États-Unis et devenir fasciste. Qu'importe, vous avez toutes les possibilités et tout ça, c'est grâce à l'arbre de focus. Arbre de focus qui est déjà complété d'une certaine manière et prémédité en 1939. En 1939, tout est déjà prévu à l'avance. Et en 36, vous avez le choix. Vous pouvez faire ce que vous voulez, votre stratégie, vous adapter, c'est à vous de décider. Donc commencez toujours en 36. Par la suite, vous allez choisir votre leader. Alors évidemment, sans les DLC, vous n'allez pas avoir beaucoup de pays intéressants à jouer. Je pense que j'y reviendrai peut-être rapidement, mais en gros, vous avez les nations majeures ici et les nations mineures intéressantes ici. Les nations mineures intéressantes qui ont un focus tree personnalisé. Donc, pour commencer, ça paraît contre-intuitif parce que vous allez tous vouloir jouer la France, certainement, mais on va jouer ici notre cher ami moustachu. Et j'essaierai au fur et à mesure du tuto de vous expliquer de manière logique pourquoi est-ce qu'il faut prendre l'Allemagne pour commencer à jouer sur Heart of Iron. Nous allons maintenant arriver à la dernière phase avant de pouvoir commencer la partie, c'est le panneau juste ici. Vous pouvez choisir l'Iron Man mode, c'est le mode hardcore, on va dire, vous n'avez qu'une seule sauvegarde, par contre c'est comme ça que vous aurez les achievements. Désactivez-le pour commencer, pour débuter il vaut mieux avoir des sauvegardes et être sûr si jamais. Le deuxième point, c'est le mode histoire. Je vous ai parlé de l'arbre de focus a une branche historique, que toutes les IA, parce que si vous êtes en solo ce sont des IA qui vont jouer les pays évidemment, que toutes les IA vont faire dans un ordre précis. De plus, leurs actions et leurs choix vont aussi être prémédités. Activez le mode historique pour commencer. Si vous voulez un peu de fun, désactivez-le, les IA vont prendre le chemin qu'elles veulent, ça peut être bordélique, ça peut être fun, mais pour commencer, jouez avec le mode historique. La première fois qu'on arrive sur Heart of Iron, on comprend absolument rien et c'est tout à fait normal. Je vais vous expliquer tout d'abord tout ce qui est les statistiques en haut, puis je vous montrerai tous les panneaux politiques ici. Tout ça, ce sont des notifications, ça ne sert à rien de vous les expliquer. Il n'y en a qu'une seule qui sera vraiment utile, c'est celle-ci, j'y reviendrai. Mais pour ce qui est du reste, vous pouvez simplement voir à quoi elles correspondent. Ça indique les informations et ça vous permet d'accéder beaucoup plus facilement aux panneaux correspondants. Ici, tout ce qui est là, c'est à propos du temps qui passe et de la tension mondiale. Je pense que je n'ai pas besoin de m'exprimer, la tension mondiale augmente lorsque des guerres sont déclarées, lorsque certains événements se produisent, que ce soit par exemple l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, que nous allons faire, ou bien d'autres événements divers. Ici, vous avez aussi les différents panneaux qui vous permettent de voir vos différents types d'armées. Donc, par exemple, ici, l'armée de l'air. Je peux voir simplement la carte basique avec mon armée de terre. Et ensuite, le reste vous permet de voir différents panneaux, etc. On va rester pour le moment sur celui-ci. Très bien, la première chose qu'on va voir, c'est le poids politique. Le poids politique, c'est hyper important. C'est une monnaie qui va se générer quotidiennement. Cette génération quotidienne est influencée par des statistiques. Il y a beaucoup de statistiques dans le jeu, mais elles sont plutôt simples. Ici, par exemple, vous voyez que notre cher leader a un bonus sur la génération quotidienne de poids politique, mais que aussi notre stabilité, je pense que je n'ai pas besoin d'exprimer pour vous dire ce que c'est que la stabilité, a aussi un impact. Mais aussi qu'il y a un point négatif à cause d'un certain bon MFO. On verra ce que c'est. La stabilité, encore une fois, comme la tension mondiale, ça parle d'elle-même. La stabilité, c'est grossièrement si votre pays se porte bien politiquement ou pas. Évidemment, ce n'est pas aussi précis. La stabilité, c'est simplement une petite statistique. De ce fait, si votre stabilité est haute, elle vous donnera des bonus niveau production, niveau gain de poids politique, et par contre, si elle est trop basse, évidemment, elle donnera quelques malus, dont des événements comme des grèves. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir une stabilité toujours à 75%. Vous avez diverses manières de l'améliorer, mais essayez de ne pas trop la faire baisser ou alors à court terme. Le soutien à la guerre, encore une fois, ça parle de lui-même. De manière RP, c'est le soutien que votre population donne pour tout ce qui est guerre, etc. Cette dernière peut influencer votre stabilité lorsque vous êtes en guerre, et elle définit aussi les statistiques que vous allez avoir durant une guerre. Si votre soutien à la guerre est haut, alors les statistiques vont être moindres,
Le soutien à la guerre est très simple à améliorer. Et encore une fois, dès 1939, en historique en tout cas, lorsque la Seconde Guerre mondiale commence, la tension mondiale va augmenter et la tension mondiale influence directement votre soutien à la guerre. Donc votre soutien à la guerre va aussi augmenter. Mais encore une fois, gérez-le. Le minimum que je puisse vous conseiller, même si vous ne pouvez pas forcément échanger grand-chose, ce serait aux alentours de 80%. Votre manpower, c'est le pourcentage de population que vous pouvez recruter sur votre population totale. Ce manpower vous permet donc de créer votre armée, de former des avions, de former des bateaux, etc. etc. Ici, vous avez votre nombre d'usines totales, ici, vous avez votre fuel, ici, vous avez votre logistique, tout ce qui est le ravitaillement, les trains, les camions, les convois. Ici, vous avez plus précisément le nombre de convois que vous possédez et ce qu'ils sont en train de faire. Et ici, vous avez vos expériences militaires. Le poids de commandement, c'est comme le poids politique, mais qui est plus lié au soutien à la guerre. Si votre soutien à la guerre est élevé, votre taux quotidien de poids de commandement le sera d'autant plus. Ce dernier permet beaucoup de choses et encore une fois, j'y reviendrai après. Votre expérience terrestre, marine et aérienne se génère lorsque vous entraînez des divisions, des bateaux ou des avions, mais à part pour les navires, ce taux est plutôt faible, mais nous verrons plus tard l'autre moyen d'en avoir de manière beaucoup plus efficace, à part lorsque vous êtes en guerre évidemment. Maintenant, on va voir le plus important, les panneaux. Le panneau politique, lorsque vous cliquez sur le drapeau de votre pays, est le panneau le plus important de votre game. Surtout au début lorsque vous la préparez. Sur celui-ci, vous pouvez voir votre leader tout d'abord et les statistiques qu'il apporte s'il y en a. Donc par exemple, comme vous pouvez le voir, notre cher dictateur est celui qui nous apporte un gain de poids politique, comme on pouvait le voir tout à l'heure, juste ici. De plus, il apporte 2-3 autres statistiques, mais ce n'est pas le cas de tous les leaders. Si je prends par exemple aléatoirement la Belgique, on peut voir qu'il n'apporte aucune statistique. Donc c'est certains leaders qui le feront. Et parfois, ces statistiques peuvent être aussi négative. Vous avez ensuite ici vos esprits nationaux. Les esprits nationaux, vous en avez de base, comme ici, je n'ai absolument rien touché et ils sont déjà présents. Ces esprits nationaux peuvent être des bonus, mais aussi des malus. On peut le voir ici, les bons MFO, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, coûtent un gain de poids politique quotidien, mais apportent énormément de bonus. Et par exemple, ces esprits nationaux peuvent être aussi, par contre, uniquement des malus, et pas des moindres. Par exemple, la France n'a que des mauvais esprits nationaux. Une des raisons pour laquelle il faut jouer l'Allemagne, c'est qu'elle a de très bons bonus et qu'elle n'a pas d'esprits nationaux négatifs. Quasiment. La majeure partie du temps, vous allez soit les supprimer, soit en avoir des nouveaux. Vous pouvez aussi les modifier pour les améliorer, ou alors, par exemple, on peut voir que les bons MFO, c'est autant un petit malus qu'un énorme bonus. Certains esprits nationaux vont se réguler. Les manières les moins évidentes, ce sera par les décisions, qui permet par exemple ici de se débarrasser des bons MFO. Par exemple, certains esprits nationaux vont tout simplement partir au bout d'un certain temps, ou alors par exemple pour ce qui est des bons MFO, ces derniers ne seront plus effectifs si vous entrez en guerre. Mais le moyen principal majeur pour modifier, améliorer, supprimer ou avoir de nouveaux esprits nationaux, c'est par votre arbre de focus, ce dont je parlais tout à l'heure. Toutes les nations majeures et les nations mineures intéressantes ont un arbre de focus personnalisé. Les autres nations ont un arbre de focus basique. Et c'est aussi l'intérêt des DLC, c'est que ces derniers ajoutent des nouveaux arbres de focus, avec évidemment d'autres contenus, mais les arbres de focus, c'est aussi un point important. Et pour vous expliquer comment fonctionne un arbre de focus, je vais vous montrer l'arbre de focus basique, qui est évidemment beaucoup plus simple. Les arbres de focus sont en grande majorité divisés en 3 parties. La branche armée, qui vous permet de développer votre armée terrestre, votre armée de l'air et votre armée de mer. La branche industrielle, qui vous permet de développer votre industrie, et la branche politique. Généralement, la branche politique est l'une des branches les plus fournies d'un arbre de focus. Pour ce qui est de l'Allemagne, comme je vous l'ai dit, vous avez donc bien vos branches militaires ici et là, votre branche industrielle juste ici, et votre branche politique juste là. Le focus tree, c'est une sorte d'arbre de compétences. Chaque focus est nécessaire à faire pour pouvoir débloquer les focus d'en dessous, et ensuite petit à petit descendre pour avoir les derniers focus. Certains focus vont demander des prérequis, comme par exemple celui-ci, qui va me demander d'avoir 500 000 hommes dans mes divisions, mais aussi 40 000 équipements d'infanterie pour pouvoir faire ce focus. Chaque focus va prendre un certain temps. Généralement, les focus les plus courants ont 70 jours, sinon 35. Les vieux arbres de focus ont généralement quasiment que des focus à 70 jours. Au bout de ces 70 jours, et avec un coup de poids politique, vous allez avoir ce que le focus vous donne. Par exemple, ici, la remilitarisation de la Rhénanie, vous allez pouvoir remilitariser les zones, gagner 120 de poids politique, gagner de l'expérience terrestre et augmenter la tension mondiale de 5%. Comme je l'avais dit, la tension mondiale s'augmente automatiquement avec des déclarations de guerre, mais aussi avec des événements comme celui-ci. Ce sera donc le premier qu'on va faire. Historiquement, c'est celui que l'Allemagne prend toujours. Vous avez ici votre faction, si vous en avez une et si vous pouvez
en faire une, par exemple là je peux. Ici vous avez votre parti politique. Ici, vous avez la popularité des partis politiques présents dans votre pays. Plus votre parti a de popularité et plus vous gagnez de stabilité. Il y a donc la démocratie, le communisme, le fascisme et le non-alignement. Je ne vais pas décrire ce que chaque idéologie fait, mais pour résumer, la démocratie, c'est généralement l'idéologie ennuyante. Vous ne pouvez pas déclarer de guerre à des pays, sauf s'ils ont généré de la tension mondiale. Le communisme et le fascisme, c'est un peu pareil. Vous pouvez faire ce que vous voulez, déclarer la guerre à qui vous voulez. Et le non-alignement ne peut déclarer des guerres que sous un certain niveau de tension mondiale. Vous avez ensuite ici toutes vos lois et gouvernements. Pour les lois, vous avez tout d'abord la loi de conscription qui vous permet d'augmenter le pourcentage de population totale recrutée dans votre manpower, sauf que à partir d'ici, vous allez commencer à avoir des malus. De manière RP, pour résumer, plus de population dans votre armée, moins de population dans les usines, donc des malus de capacité de production, etc. Vous avez ensuite vos lois de commerce, donc pour résumer, chaque pays, chaque territoire peut avoir des ressources. Ces ressources, donc, vous pouvez en commercer, donc par exemple, je vais prendre un peu de caoutchouc aux Indes néerlandaises, mais par contre, vous ne pouvez pas gérer les ressources que vous exportez, que vous vendez à d'autres pays. Vous ne pouvez par exemple pas dire que vous voulez vendre tout votre aluminium, mais par contre, vous pouvez décider de la quantité de ressources que vous allez pouvoir vendre. Ici donc, je vends 25% de mes ressources. Vous avez ensuite vos lois économiques. Pour résumer la branche industrielle, vous avez les usines civiles qui vous permettent de construire, comme on peut le voir ici, de construire d'autres usines ou d'autres bâtiments. Ces usines civiles donc sont très pratiques, mais une partie d'entre elles est utilisée pour le consumer goods ou plutôt pour le bien de consommation. De manière RP, les usines civiles ça sert à construire des choses, mais une partie d'entre elles est réquisitionnée pour produire des vêtements, par exemple, de la nourriture aux habitants. Donc, la loi économique vous permet de réduire drastiquement le pourcentage d'usines civiles réquisitionnées pour vos habitants, parce qu'évidemment, on s'en bat les couilles de notre population. Vous avez ensuite votre gouvernement, en échange de poids politique, vous allez pouvoir engager des membres de votre gouvernement qui vous donneront différents bonus. Ce que je vous conseille, c'est de prendre toujours ceux qui vous donnent du poids politique en début de partie, si vous en avez. L'Allemagne en a 2, ce qui est rare. Avec ça, vous avez un bon début, une bonne génération de poids politique et vous pourrez plus facilement recruter qui vous voulez. Chacun fait quelque chose de particulier, c'est à vous de décider. Prenez ce que vous voulez, évidemment. Vous avez ensuite ici votre recherche et production, c'est simplement des bonus. Pour de la production d'équipements, c'est pas forcément très intéressant. Vous avez ici votre théorisme militaire qui va permettre d'avoir vos doctrines qui sont donc, comme leur nom l'indique, une pensée entre parenthèses de votre armée. Les doctrines permettent d'avoir des bonus pour votre armée ainsi que de définir votre stratégie. Par exemple, avec l'Allemagne, vous irez sur la Blitzkrieg. Vous avez ensuite votre staff militaire, donc avec vos chefs d'armée terrestres, chefs d'armée de mer et chefs d'armée de l'air. C'est eux qui vont permettre, comme vous pouvez le voir ici, de générer plus d'expérience terrestre, marine ou aérienne. Évidemment, le meilleur moyen pour en avoir, c'est de faire la guerre. Vous avez ensuite ici votre haut commandement militaire, votre chef d'état-major si vous voulez. Ici, vous avez des bonus pour votre armée. Tout est mélangé, vous choisissez un peu qui vous voulez. Je vous conseille donc par exemple avec l'Allemagne de prendre des gens comme Rommel qui vous permettront d'avoir d'excellents bonus sur vos tanks. Généralement, prenez toujours au moins un général d'infanterie, c'est le général basique qu'il faut toujours avoir. Il y a ensuite les décisions, donc comme je vous ai dit, les décisions en échange de poids politique en grande majorité, sinon parfois ce sera pour avec autre chose. Mais vous pouvez prendre des décisions, donc les décisions basiques, c'est-à-dire en rapport avec votre soutien à la guerre, ou alors votre stabilité et la popularité des différents partis politiques. Vous avez ici vos recherches. La recherche, ça permet de développer votre technologie. Il y a donc plusieurs branches, celle de l'infanterie, celle, disons, des soutiens, donc les trains et différents bonus pour vos infanteries, votre branche de tank, votre branche d'artillerie, votre branche navale, votre branche aérienne, votre branche d'électronique et d'ingénierie, et votre branche industrielle. Qu'importe votre nombre de slots de recherche, toujours prioriser ceci qui permet d'augmenter votre bonus de recherche, et surtout votre branche industrielle. C'est très important, en début de partie, ne vous focussez pas en vous disant, même avec l'Allemagne évidemment, je vais commencer par améliorer mon armée, etc. Non, il faut prioriser votre industrie, avoir une bonne industrie dès le début du jeu vous permet de mieux vous développer et d'avoir une suite de parties beaucoup plus fluide et beaucoup plus efficace. Donc toujours prioriser l'industrie. Et l'Allemagne a 4 slots de recherche, ce qui est juste énorme en début de partie. Donc
recherchez après ce que vous voulez. Généralement, j'aime bien rechercher le début du matériel d'infanterie. Vous commencez, je pense, à voir pourquoi est-ce que l'Allemagne est le meilleur pays pour débuter. Contrairement à des pays qui ont des malus, contrairement à des pays qui ne sont pas dans une bonne position ou alors pas dans une position de force, l'Allemagne est une nation majeure qui est simple à jouer. Franchement, simple à jouer, mais surtout qui est très puissante dès le début de partie. Ses lois sont déjà de base très bien, je conseille d'aller en économie de guerre dès que possible, mais les lois sont déjà très bien, son gain de poids politique est gigantesque, son leader donne des très bons bonus, ses esprits nationaux sont très bons, évidemment vous menez la guerre, c'est vous qui allez décider quand la commencer, c'est vous qui allez décider comment la commencer. Généralement, vous allez sûrement suivre le chemin historique, donc déclarer la guerre à la Pologne, envahir le Benelux et ensuite faire capituler la France. Mais vous commencez donc déjà à voir que l'Allemagne est vraiment votre meilleur allié. C'est l'Allemagne qu'il faut jouer quand vous commencez le jeu parce que c'est beaucoup plus simple pour assimiler les bases d'Heart of Iron. Évidemment, vous allez faire des erreurs, mais c'est absolument pas grave. Moi, par exemple, j'ai fait des trucs vraiment, je reviendrai après, mais j'ai fait des trucs assez drôles que je me demande comment est-ce que j'ai pu faire maintenant, mais c'est tout à fait normal quand vous commencez, et je me souviens très bien que je ne savais même pas comment sélectionner une division et la déplacer. Mais vous verrez au fur et à mesure que vous allez vous habituer et très vite vous assimiler au jeu. Le prochain panneau qu'on va voir, c'est donc le commerce, donc comme je vous ai dit, en échange d'usines civiles, maintenant vous savez ce que c'est, les usines civiles vous permettent d'acheter des ressources. Vous allez manquer de ressources parce que vous allez les utiliser pour produire de l'équipement. Mais avant ça, on va voir la construction. Pour la construction, donc, vous avez 5 bâtiments majeurs. Tout d'abord, les usines civiles, comme je vous ai dit, construisez-en un maximum dès le début. Les usines civiles permettent de construire plus de choses, donc si vous avez plus de capacité à construire plus de choses avant le début de la guerre, etc., vous allez avoir une industrie du turfu. Ce que je vous conseille avec des très bons pays ou des nations majeures comme l'Allemagne, c'est d'alterner. Donc faire usine civile, usine militaire et d'alterner entre les deux. Au moins vous allez avoir une production plutôt régulière, mais en ayant aussi une bonne industrie. L'autre bâtiment très important, ce sont les infrastructures. Les infrastructures, c'est le petit pourcentage que vous voyez ici. Ce pourcentage dit la vitesse à laquelle vous allez construire des choses, mais aussi les ressources que vous allez exploiter. Vous pouvez améliorer la quantité de ressources simplement en construisant des infrastructures, mais aussi ça vous donne le nombre de slots de construction. En effet, comme vous voyez, lorsque vous placez quelque chose, ce sera jaune. Ça veut dire qu'il reste des slots disponibles. Par exemple, ici, je peux construire jusqu'à 3 usines civiles. Si vous maintenez Shift, vous pouvez construire directement le maximum d'usines possible sur cette région. Et en effet, si vous faites aussi Shift sur la flèche pour changer la priorité de construction de votre bâtiment, ça le mettra tout en haut directement et inversement tout en bas. La touche Shift, c'est d'ailleurs l'une des touches les plus pratiques sur Heart of Iron. L'un des panneaux les plus importants maintenant, le panneau de production. Les usines militaires servent à construire et produire de l'équipement. Ce que je vous conseille, c'est de prioriser l'équipement d'infanterie. Je vais en mettre 3 pour chacun des équipements ci-dessous, l'artillerie et l'équipement de support. Ce sont les 3 glorieuses, les 3 équipements que vous allez consommer le plus. Autre point très important, construisez des convois et surtout aussi des trains. Vous en avez déjà pas mal avec l'Allemagne, mais surtout les convois, on n'en a jamais assez, donc construisez-en un maximum. Surtout qu'ils ne sont jamais construits de base et que vous pouvez très vite en manquer. Vos convois et vos trains vous permettent en majorité votre ravitaillement. Comme vous pouvez le voir ici, le ravitaillement, je ne vais pas y revenir dessus, c'est très compliqué, c'est incompréhensible. Je pense que même Paradox ne sait pas ce qu'il fait avec son ravitaillement. Mais sans convoi et sans train, vous ne pouvez pas ravitailler vos divisions, qui vont donc mourir d'attrition. Si vous n'avez plus de convois, en fait, vous n'avez plus rien. Plus de commerce, plus de ravitaillement, plus rien. Donc construisez des convois, mais aussi des trains. Si vous avez une production régulière de trains, vous ne devrez pas non plus en manquer. Ensuite, ici, vous avez le recrutement de vos divisions. C'est ici que vous allez former de nouvelles divisions. Vous pouvez éditer la template. Je ne vous conseille pas de le faire parce que l'Allemagne a déjà des divisions régulière, très simple mais très efficace. Encore une raison pour laquelle il faut jouer l'Allemagne. Vous pouvez donc choisir le lieu où vous allez les déployer. Donc ça peut être une stratégie aussi d'en garder en réserve pour les déployer à des moments précis. Vous allez aussi définir le nombre de fois que vous allez former ces divisions. Je ne vous conseille pas de mettre en infini. Même avec l'Allemagne, vous n'avez pas une infinité d'équipements et vous n'avez pas une infinité de manpower. Mettez donc sur 1, sur 2, suivant comment vous planifiez de produire votre armée. Vous avez ici votre logistique, concrètement l'équipement que vous produisez et l'équipement que vous avez en stock ou que vous n'avez pas et dont vous avez besoin. Vous pouvez regarder, mais en commençant à jouer, c'est pas très important. Et ensuite, vous avez le panneau raccourci, à part pour les doctrines, même si vous allez avoir une notification quand vous pouvez en avoir, c'est pas très intéressant.
Ok, je suis désolé, c'est très long, c'est très compliqué. Vous avez sûrement qu'une envie, c'est de jouer, mais c'est important de se familiariser avec le jeu, c'est important de comprendre le jeu et ne pas faire de bêtes erreurs dès le début. Le dernier point qu'on va voir avant de commencer les choses sérieuses, c'est gérer votre armée. Très important. Encore une fois, touche Shift, clic gauche, vous sélectionnez toutes les divisions qui ne sont pas affiliées à une armée. Quand vous les avez sélectionnées, vous appuyez simplement sur le petit logo ici qui va donc créer une armée. Et voilà, toutes vos divisions peuvent maintenant recevoir un ordre. Les ordres les plus importants. Le plus important, c'est la ligne de front. Vous n'allez pas sélectionner chacune de vos divisions, les placer manuellement sur une case et espérer faire des merveilles, évidemment. Vous utilisez la ligne de front, clic gauche, et vous avez plusieurs manières de l'utiliser. Tout d'abord, vous avez la manière la plus commune. Clic droit, vous maintenez proche de la ligne. Quand vous voyez que la ligne a des petits pompiers, vous maintenez le clic droit et vous déplacez pour former votre ligne de front. Vous pouvez la déplacer donc juste au bout et si vous recliquez sur la ligne de front, vous pouvez la modifier. Donc par exemple, vous voyez l'étendre ici. L'autre moyen le plus simple, c'est Shift, ligne de front, et elle se sélectionne automatiquement. Imaginons que vous êtes allié à la Tchécoslovaquie, vous n'allez pas forcément avoir envie que votre ligne de front s'étende sur leur territoire, simplement sur le vôtre, donc vous pouvez aussi, même si vous faites Shift, la modifier, aucun problème là-dessus. Deuxième chose le plus important quand vous avez une ligne de front avec une armée, c'est la ligne offensive. La ligne offensive, ça va être l'ordre d'attaque automatique, donc les troupes qui vont avancer automatiquement pour prendre les territoires, et suivant l'agressivité que vous allez utiliser pour l'ordre d'exécution, donc d'y aller lentement, d'y aller modérément ou d'y aller agressivement, vos divisions vont avancer plus ou moins vite. Évidemment, n'utilisez pas votre ligne de front n'importe comment contre un pays beaucoup plus puissant que juste la Pologne par exemple. C'est juste un ordre beaucoup plus efficace et un peu plus rapide, mais vous pourrez quand même soutenir vos divisions en les déplaçant manuellement. Encore une fois, vous maintenez clic droit et vous étendez comme ça, peu importe. Mettez-le au bout de la frontière ici, ce sera beaucoup plus simple. Et maintenant, toutes vos divisions vont se déplacer automatiquement pour rejoindre la ligne de front que vous avez faite. Il y a une autre manière, évidemment, de déplacer vos divisions, c'est manuellement. Comme vous pouvez le voir, vous sélectionnez comme sur votre ordinateur ou bien vous cliquez. En sélectionnant donc cette division, vous pouvez faire clic droit à l'endroit où vous voulez qu'elle aille. Vous pouvez aussi appuyer sur B qui va définir si elle va utiliser un chemin de fer pour accéder à son objectif. Et comme vous voyez, elle va se déplacer beaucoup plus vite. Mettre une division donc pour se déplacer jusqu'au bout, c'est bien, mais imaginons que je veux qu'elle aille ici, puis qu'elle aille à Hamsburg, puis qu'elle aille à Kiel. Je ne peux pas le faire en simplement faire clic droit. Pour cela, vous cliquez sur votre première cible, vous maintenez Shift et vous sélectionnez la destination. Et vous pouvez même lui demander par exemple de revenir à bon port. Et votre division va tranquillement faire sa route. Vous pouvez aussi annuler son ordre en appuyant sur H ou en appuyant juste ici. Après, c'est bien beau d'avoir une armée comme ça, mais sans général, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, on va sélectionner un général. On va prendre Mainstein, par exemple. Et lorsque vous sélectionnez un général, vous voyez que ce dernier a un nombre limité de divisions. Si vous surchargez votre général, il aura des malus. Donc, ne le surchargez pas. Enlevez-lui quelques divisions. Là, par exemple, on va lui laisser quelques divisions d'infanterie. Et maintenant, vous avez une nouvelle armée. On va lui mettre Rommel, par exemple. Il y a quelques temps que ce sera déjà ça. Maintenant, vos différentes armées ont des généraux. Donc, les généraux apportent des bonus et ont des médailles qui leur permettent d'avoir d'autres bonus. Mais comme vous pouvez le voir ici, vous aurez plus d'attaque, plus de défense, plus de logistique et plus d'organisation. Mais malgré tout, vos généraux ne donnent qu'une ligne individuelle. Et donc là, par exemple, pour les divisions qu'a Rommel, je ne peux pas les mettre avec les divisions de Mainstein. Je suis obligé de refaire une ligne de front. Mais pas de panique, il y a un autre moyen de pouvoir gérer vos divisions. Sélectionnez un ou plusieurs généraux et appuyez sur la figure juste à gauche. Et maintenant, vos divisions sont toutes sous le contrôle d'un commandant en chef, un maréchal, un amiral, ce que vous voulez, mais quelqu'un qui va superviser vos différentes armées. Et maintenant, vous pouvez faire une nouvelle ligne de division, maintenez le clic droit, étendez jusqu'au bout. Cette ligne de front est juste abominable. C'est pour cela que lorsque vous avez un commandant en chef, vous maintenez toujours Shift. Et lorsque vous maintenez Shift, vous faites votre ligne de front. Et voilà, la ligne de front est magnifique. Et vous pouvez donner un ordre à toutes vos unités. De plus, vous pouvez aussi donner un field marshal. Ce que vous voulez, vous leur donnez quelqu'un qui va pouvoir les superviser, leur donner encore plus de bonus. L'Allemagne, comme vous pouvez le voir, est très bien lotie en généraux, en amiraux, etc. Et dorénavant, toutes vos divisions seront supervisées par ce commandant en chef. On va dire commandant en chef, ce sera beaucoup plus simple. Vous avez évidemment d'autres ordres, mais je n'y reviendrai pas.
Très bien, maintenant on a vu l'armée, vous savez comment donner des ordres basiques. Lorsque vous voulez lancer, lorsque vous êtes en guerre, vous appuyez sur la flèche. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est que par exemple ici avec la Pologne, nous avons plusieurs territoires en commun, plusieurs frontières communes. Donc on va refaire une ligne de front et petit bémol, aucune division n'y est assignée directement. Donc la meilleure manière, ce n'est pas de sélectionner une division et en appuyant sur CTRL de l'assigner manuellement sur cette ligne de front. Vous pouvez simplement prendre votre général, vous faites clic droit dessus et comme vous pouvez le voir maintenant ici, les divisions ont été réassignées et vont se réorganiser sur la ligne de front. Et dorénavant, vous avez donc deux lignes de front qui vous permettront d'envahir la Pologne. Sauf que on va pas envahir la Pologne maintenant. Pour vous faire un exemple de comment se déroule rapidement une guerre et surtout une conférence de paix, on va envahir les Pays-Bas. Hop là, on fait une ligne de front, on prend l'ordre d'attaque offensive sur les frontières, on se casse pas la tête. De toute façon, c'est les Pays-Bas. Pourquoi attaquer les Pays-Bas? Les Pays-Bas, ça va vous amener à trois notions rapidement. Le premier, c'est évidemment de déclarer une guerre. Comment on fait? Vous faites clic droit sur les Pays-Bas. Lorsque vous faites clic droit sur un autre pays que le vôtre, vous pourrez voir tout d'abord les informations de ce pays, donc son leader, son arbre de focus, même si vous n'avez pas d'informations dessus, sa popularité, ses esprits nationaux, etc., etc. Mais vous aurez aussi accès à des décisions. La plupart de ces décisions vont coûter du poids politique ou alors vont demander certains prérequis. Par exemple ici, disons qu'il faudrait qu'il m'aime un peu mieux pour pouvoir faire un pacte de non-agression. Mais vous pouvez surtout par exemple justifier un but de guerre. Pour ça, c'est très simple, justifier un but de guerre, conquérir, et vous sélectionnez un territoire. Ne sélectionnez pas plusieurs territoires, ça va coûter plus de poids politique et ça va prendre plus de temps. Notez que lorsque vous justifiez un but de guerre, la tension mondiale va augmenter. Malgré tout, on envoie, on s'en fiche. Et pourquoi attaquer les Pays-Bas? Ils sont très faibles, mais aussi ça vous permet donc très rapidement de savoir un peu mieux comment gérer une guerre, etc. Donc attaquer les Pays-Bas, on va dire que c'est un peu une sorte de mini tutoriel très simplifié. De plus, les Pays-Bas vous amènent à une autre notion du jeu. Les États fantoches, les puppets. Les États fantoches, c'est des États qui existent, c'est un terme réel. Par exemple, durant la guerre froide, l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest étaient des États fantoches. En effet, ces États se disaient indépendants, mais en fond, ils étaient manipulés, gérés, gouvernés par des puissances extérieures. Donc, les Pays-Bas ont une puppet, et dans Heart of Iron, un état fantoche, ça se traduit par « c'est votre pute ». Les états fantoches, vous leur prenez leurs ressources, vous leur prenez leur industrie, vous leur prenez leur division, vous leur prenez leur manpower, vous les séchez, vous leur sucez tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont. Et ils ne peuvent absolument rien dire, à part essayer de devenir indépendants, mais c'est un processus long, très chiant, que vous pouvez en plus contrôler très facilement. Mais de plus, lorsque l'état fantoche rejoint la guerre de son maître, ce dernier, lorsque son maître va capituler, ici les Pays-Bas, va automatiquement capituler aussi et vous pourrez alors le récupérer. Donc en attaquant les Pays-Bas, on a accès aux Indes néerlandaises. Et les Indes néerlandaises, c'est quoi? C'est beaucoup de ressources. Ici, c'est la mine du monde. Vous avez toutes les ressources du monde juste ici. Vous avez énormément de ressources, donc dès le début, avoir accès à ces ressources peut être extrêmement avantageux. Aussi, un petit exemple, le Royaume-Uni a lui aussi énormément de puppets, donc comme vous pouvez voir là. Maintenant, on va attendre que mon but de guerre se termine et on se retrouve donc juste après pour déclarer la guerre aux Pays-Bas et arriver à la fin de ce tutoriel. A tout de suite. La déclaration de guerre contre les Pays-Bas est dorénavant terminée, donc ce qu'on peut faire, déjà on va baisser un petit peu le temps pour que les Indes néerlandaises aient le temps de rejoindre la guerre, et on va tout simplement déclarer la guerre aux Pays-Bas. On peut voir ici que, comme je vous l'ai dit, l'esprit national des bons MFO va simplement disparaître parce que, comme c'est écrit en dessous, dans les prérequis, je vais déclarer une guerre, et de plus, la tension mondiale va augmenter. Maintenant, j'ai déclaré la guerre, je vais attendre un petit peu, on peut voir que là, les Indes néerlandaises n'ont toujours pas rejoint, et si elles ne rejoignent pas, je ne pourrai pas les récupérer dans le traité de paix. Voilà, la notification est arrivée. Les Pays-Bas, comme je vous l'ai dit, sont extrêmement faibles. On les fait capituler en moins de 2. Et voilà, les Pays-Bas ont capitulé. On a un traité de paix. Vous avez donc ici le pourcentage de participation à la guerre. Donc ici, on a 100% évidemment. Vous avez ici toutes les décisions que vous pouvez prendre avec les différents États. Alors, sans les DLC, vous ne pouvez que prendre des États. Et vous avez maintenant les pays qui sont concernés dans la capitulation. Alors, vous pouvez faire
comme moi, la première fois que j'ai joué, c'est-à-dire simplement récupérer ces territoires et vous dire que bon, c'est terminé et quitter le traité de paix. Sauf que non, justement. Tout d'abord, les Pays-Bas sont un de ces pays qui ont des colonies extérieures. Si vous ne récupérez pas ces territoires, les Pays-Bas vont continuer d'exister en Amérique du Sud. De plus, ces derniers ont une puppet, un état fantoche. Pour que tout cela n'arrive pas, soit vous êtes comme moi et maintenant vous connaissez un peu mieux les territoires, vous savez que les Pays-Bas ont des territoires en Amérique du Sud, ou alors, vous allez simplement sur le panneau à côté et vous voyez tous les territoires que vous pouvez récupérer. Donc, on va simplement récupérer ça. Vous pouvez ensuite libérer un territoire, ça ne sert à rien. Vous pouvez ensuite en faire un état fantoche. C'est ce qu'on va faire avec les Indes néerlandaises qui deviendront les Indes germaniques. Et vous pouvez ensuite changer le gouvernement pour, par exemple, un pays démocratique devienne un pays fasciste. Mais à ce moment-là, autant en faire un état fantoche. Donc, encore une fois, ça ne sert pas à grand-chose. Quand on a fini, on peut plus rien faire, donc on quitte le traité de paix. Mais comme vous pouvez le voir ici, la guerre est terminée, on a accès à plus de ressources, le rééchelonnement est plus grand. Ce sera tout pour ce tutoriel, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est de regarder du contenu. J'ai mis beaucoup de liens, de chaînes, de youtubeurs que je regarde. Même si la majorité sont anglophones, je vous conseille de regarder ce que j'ai mis. J'ai aussi mis quelques youtubeurs francophones. Je suis encore désolé pour le son. Là, je sais qu'en plus j'ai dû m'éloigner de mon micro, le son doit être terrible, mais merci si vous êtes encore là. Bonne continuation et bonne conquête du monde à vous. Et à bientôt pour de prochains projets.